Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct pour une autre saison. Alors, cette rentrée culturelle, c'était naturel de la faire au Musée des Confluences, dans un des petits salons avec une vue exceptionnelle sur le Rhône, et Hélène Lafont-Couturier, sa directrice. Alors c'est un musée, on en a beaucoup parlé pendant 15 ans avant qu'il ouvre, mais aujourd'hui, avant toute chose, la première chose qu'on a envie de vous demander, c'est de réagir à ce succès. Parce que la première année, on peut le dire, elle est quand même très réussie. Les chiffres sont bien au-delà de vos espérances. On est à 625 000 visiteurs depuis l'inauguration. Absolument. Depuis le 20 décembre, 625 000 de visiteurs avec billets, je tiens à le préciser. Et on ne compte pas ceux qui ont l'abonnement, le pass, et qui viennent à plusieurs reprises. D'accord, donc 625 000 entrées payantes, ça veut dire qu'on est dans une dynamique d'1 million de visiteurs sur la première année. Je reste très prudente sur les chiffres. En tout cas, c'est effectivement, moi ce que je constate, c'est cet engouement du public, cette adoption. Effectivement, le public vient nombreux, mais on a énormément de témoignages, d'écrits, de gens qui nous remercient, qui souvent disent qu'ils écrivent dans les institutions pour se plaindre et que là, ils écrivent pour dire combien ils ont été séduits par le musée, soit par le parcours permanent, mais encore récemment par les ateliers pédagogiques. Donc moi, ce qui me fait plaisir, c'est cette adoption du public. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé du musée, on l'avait plutôt décrié avant qu'il n'ouvre, sans jamais vraiment s'interroger sur les contenus. Et ce que je trouve formidable, c'est cette adoption du public, cette réussite sur le parcours permanent, où effectivement le parti pris du musée, qui était ce parcours construit par l'interdisciplinarité, pour chacune des expositions, on a mis autour de la table des scientifiques issus de disciplines différentes. Alors par exemple sur Éternité et la question des origines, on avait un historien des religions, un astrophysicien, un géologue, une philosophe. Et le public adhère à ce mélange de sciences, de sciences humaines. Et effectivement, oui, c'est accessible sans être simpliste. Et je crois que c'est ça qui est assez formidable dans le parcours permanent, avec ce lien et cette approche par l'émotion. Alors vous faites vous-même beaucoup de visites guidées. Oui, j'aime ça. Enfin, j'ai commencé dans les musées en faisant des visites. Je me suis occupée, j'ai créé un service éducatif. Et c'est vrai que j'aime ça et je trouve que c'est très important d'être en lien avec le public, de jamais perdre ce fil, ce contact avec lui. Alors les gens qui viennent, vous avez le sentiment que ce sont des gens qui vont revenir, ou des gens qui sont curieux de l'ouverture d'un nouveau musée. En d'autres termes, il y a les deux. L'objectif, c'est de faire 1 million tous les ans. C'est réaliste? D'abord, je ne sais pas si on fera le million cette année. C'est beaucoup, 1 million. Non, moi, je table sur une fréquentation moyenne et stable, autour de 500 000 visiteurs par an, ce qui, à mon avis, est déjà une très grosse fréquentation. Fréquentation vraiment importante pour une institution et effectivement tout le travail que… 100 000, pour donner des chiffres de comparaison, les chiffres, on ne sait jamais ce que ça veut dire. Donc pour donner des niveaux de comparaison, c'est le Louvre-Lens, 500 000 visiteurs par an. C'est le Louvre-Lens. C'est un peu moins que le Mucem à Marseille. Le Mucem à Marseille baisse. On dit 650 000. Oui. Mais après, tout dépend. Les chiffres, c'est plus que le Musée des Beaux-Arts de Lyon qui est à 300 000. Et qui est une très belle fréquentation. Moi, je trouve que lorsqu'on est en région, un musée qui fait plus de 100 000 visiteurs, c'est déjà tout à fait considérable. 120 000, c'est le musée d'art contemporain de Lyon. Voilà, je trouve que ce sont de belles fréquentations. Alors 500 000, c'est beaucoup. Moi, effectivement, on voudrait vraiment fidéliser le public, essayer de maintenir ce niveau-là sur du long terme. Bon, vous ne voulez pas vous mettre une pression forte sur ce musée? Il y en a déjà une quand même. C'est pas ça, c'est que je préfère me dire 500 000. Si on fait plus, tant mieux. Et si on peut maintenir ce plus sur des années, ça sera formidable. Mais j'essaye d'être très… Je suis prudente toujours dans mes annonces, oui. Alors une dernière question sur les chiffres. On a beaucoup parlé du coût de ce musée, aussi de son architecture et son emplacement, parce qu'on sait que ce n'est pas facile de faire tenir un musée aussi important à cet endroit-là, avec une architecture aussi complexe. Beaucoup doutaient de la possibilité de réussir ce musée, et puis dans le temps, qu'il vive bien et qu'il ne coûte pas trop cher. Aujourd'hui, vous êtes un budget de 18 millions d'euros par an.
18 millions d'euros par an, mais une subvention de 15 millions puisqu'on a 3 millions de recettes propres. Est-ce que c'est un coût qui va tenir dans le temps ou est-ce qu'il faut s'attendre à un dérapage parce que la structure du musée... En tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en septembre, les estimations que nous avions faites et sur lesquelles on avait construit le premier budget d'un musée ouvert et dans ce lieu, nous tenons nos estimations. Alors après, je veux dire, il y a encore 3 mois. Bon. Moi, en tout cas, on construit nos budgets et on construit la programmation en fonction de ce budget-là. Vous pensez que le musée va bien vieillir, qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises dans le temps J'espère. J'espère. En tout cas, c'est un musée qui a une grande fonctionnalité. Je le ressentais vraiment lorsque le bâtiment était en chantier. Et là, aujourd'hui, pour le vivre, pour être en train là, de monter cette énorme exposition sur l'art et la machine, de le vivre au quotidien, c'est un lieu fonctionnel. Et ça, c'est déjà beaucoup. C'est un coût, 18 millions, qui peut paraître considérable, mais qui n'est pas énorme vu le musée. Oui. On sait qu'il a coûté presque 300 millions d'euros. En général, on dit que c'est 10% du coût qu'il faut retrouver dans le budget annuel. Donc ça devrait être plutôt 30. À titre de comparaison, le MUSEM est à 23, 24. Quelle est la recette d'un budget tenu? On fait attention à absolument toutes les dépenses. D'abord, on n'est pas une énorme équipe, hein. On est 93 salariés, c'est pas considérable. Ensuite, un secret d'un budget tenu, en tout cas, on essaye de faire au mieux avec l'argent public et d'être très vigilant sur les déplacements, sur les frais de représentation, bien évidemment, et sur les expositions. On avait beaucoup anticipé et commencé à travailler en amont, et on voudrait poursuivre ça. Après, voilà, je ne connais pas le détail du budget du MUSEM. Je crois qu'ils sont plus nombreux que nous aussi. Donc la masse salariale est certainement plus importante. Voilà, on fait attention effectivement au quotidien à beaucoup de choses. Alors pour parler plus de la programmation maintenant, l'un des premiers succès ça a été dans la Chambre des Merveilles, oui. Une exposition qui utilise beaucoup les collections du musée. Oui, qui s'appuie complètement sur les collections du musée, enfin à l'exception de quelques prêts, et qui revenait effectivement sur une des racines de ce qu'est Confluence, qui est l'héritier de plusieurs institutions, et sur sa racine muséum issue d'un cabinet de curiosité. Parce que Chambre des Merveilles revient sur ce thème du cabinet de curiosité. Et cette exposition, en fait, le public nous demande de la rendre permanente. Donc, on devait la démonter cet été. Je l'ai prolongée jusqu'au printemps. Elle sera ensuite reprise par Montréal, par le musée de Pointe-à-Calière, qui souhaite la présenter là-bas. Et puis, cet engouement du public sur cette exposition, qui revient un peu sur ce qu'est Confluence, on va essayer de la travailler ce thème autrement et que chaque année, il y ait une présentation qui s'appuie vraiment sur les collections et qui relaiera ce thème-là. Parce que les collections sont impressionnantes. Oui, on a une collection vraiment importante, c'est 3 millions d'objets. Alors ce qui est vrai, c'est parce qu'on a à la fois des collections qui viennent d'un muséum, et là, lorsqu'on compte, ça va très vite. Et puis les collections ethnographiques, tant de guillemets que des œuvres de propagation de la foi ou du musée colonial. Oui. Alors la prochaine grande exposition, ce que vous êtes en train de monter actuellement, c'est l'art et la machine. C'est l'art et la machine, oui. Le rapport entre la machine et les artistes, comment les artistes se sont réappropriés les grosses machines. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition? Alors en fait, effectivement, cette exposition, elle montre comment finalement, quand c'est l'époque, l'ère industrielle va bouleverser en fait le quotidien, j'allais dire l'histoire, les idées. Et bien évidemment, ça va toucher aussi toutes les formes d'art. Qui vont s'en trouver modifiées justement par influence en fait, avec ces machines qui vont fasciner les artistes par leur puissance, voilà. Alors dans cette exposition, vous trouverez à la fois des machines, par exemple la Demoiselle, qu'on ira voir à l'issue de cet entretien, qui date du tout début XXe siècle, mais on a des œuvres de Tinguely. Enfin, il y a à la fois des œuvres d'art
et des instruments et des machines. On va essayer d'insérer des images pendant l'entretien pour que vous puissiez les voir justement. Donc des Césars aussi. Des Césars aussi, il y a des toiles de Léger, une toile de Monet, mais aussi tous ces artistes de la fin du 19e qui vont beaucoup montrer l'univers des usines, en fait, de l'atelier, hein, puisqu'on emploie finalement le même mot, qu'il s'agisse du lieu de travail de l'artiste ou de l'ouvrier. Donc Cormon, Baumé, voilà, des artistes peut-être moins connus du grand public qui seront présentés, Duchamp également, voilà, et je pense que de ce rapprochement des œuvres et de la source d'inspiration, lorsque Duchamp voit une hélice lors d'une exposition, il dit que à quoi ça sert de continuer à faire de la peinture puisque finalement la forme est tellement esthétique. Et je crois qu'il y a à la fois des ingénieurs, des inventeurs qui ont souvent vu le monde, qui portent un regard d'artiste en fait sur le monde, et puis à la fois il y a les créateurs qui sont fascinés par cette machine. Alors l'autre nouveauté de cette rentrée, c'est les jardins à la pointe de la Confluence. C'est les jardins, oui. Qui ont été inaugurés. Alors, à l'inauguration, j'ai croisé l'adjoint à la sécurité qui était un peu inquiet, disant c'est un nouveau lieu, on ne sait pas comment il va vivre jusqu'à ce présent. C'est un nouveau lieu qui effectivement est un jardin public qui est ouvert 24 heures sur 24. En tout cas, le musée a ouvert donc avant l'été et durant l'été, bien le public s'est vraiment approprié les jardins à la fois pour s'y promener tout simplement, s'y asseoir. Il y a aussi ceux qui viennent déjeuner en fin de journée. C'est vrai que c'est un lieu. On dit toujours qu'à la Confluence il se passe quelque chose, mais il se passe quelque chose lorsqu'on y est. On y est réellement bien. Moi, je dirais que là encore, le public l'a adopté et je dois dire qu'on n'a pas en dehors d'un peu nombreuses quêtes qui sont venues un peu sur le béton, le reste a été plutôt calme. C'est une inauguration que vous avez faite avec les auteurs de bande dessinée de Lyon. Vous avez déjà fait venir un auteur de bande dessinée à Lyon avec Boulet. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qu'on va revoir? Oui. En fait, alors c'est vrai qu'à titre personnel, j'aime beaucoup la bande dessinée. Mais je trouve que c'est un mode d'expression qui a toute sa place au musée. Donc chaque année, on espère bien être dans Festival Lyon BD. Mais au-delà de ça, cette année, on va ouvrir des ateliers. On accentue beaucoup l'offre pour enfants et on va ouvrir des ateliers avec Camille Renversade qui a fait l'école Émile Cole, qui est un dessinateur plutôt spécialiste de chimères et qui va donner tout un cycle de dessin à la fois pour parents et enfants. Mais en dehors de ça, on programme en 2017 une très grosse exposition consacrée à Hugo Pratt, voilà, et à l'univers d'Hugo, voilà, à la fois dans ses créations, mais de quoi il s'est nourri en montrant la bibliothèque d'Hugo Pratt et le tout dialoguant avec des œuvres du musée. Donc je crois que la bande dessinée a pleinement sa place aussi au musée. Et dernière question, une autre biennale, c'est la Biennale d'art contemporain. Vous allez accueillir une œuvre dans le musée. C'est un clin d'œil à Thierry Raspail qui aurait bien aimé récupérer le musée pour exposer les œuvres d'art contemporain dans ses collections et son musée qu'il considère un peu petit. Ben oui, mais c'est vrai que le thème de la Biennale cette année, je trouve, résonnait assez bien avec l'art et la machine. Et lorsque Thierry Raspail m'a appelé pour me demander si on pouvait envisager d'accueillir une œuvre, je trouvais que c'était bien de le faire, dans le sens où ce musée, qui est le dernier né, veut vraiment s'inscrire et résonner avec les autres lieux de la vie, les autres institutions. Alors effectivement, cette année, on résonne en présentant cette pièce qui s'appelle Before Memory dans notre musée, mais l'année prochaine, ça sera avec la Biennale de la danse. Voilà, bientôt avec l'Institut Lumière. Donc c'est ça, en fait, l'idée c'est que Confluence, qui est un lieu finalement très ouvert, travaille un peu avec chacun. Et on ne vous dit plus, vous n'arriverez pas à remplir ce musée, il faut y mettre de l'art contemporain ou autre chose? Oui, c'est une coquille vide. C'était une expression que j'avais retenue. Non, mais je pense qu'en fait, on a tellement peu parlé du projet et des collections qu'on a fini par oublier pourquoi on construisait ce bâtiment, et maintenant, voilà, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Hélène Lafont-Couturier, je vous remercie de nous avoir accueillis pour cet autre direct spécialement au Musée des Confluences, et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission.